Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La France et l'Algérie, des partenaires, des ennemis, des relations passionnelles, des relations compliquées, un couple, pas un couple, un jour on s'aime, demain on s'aime pas, ça a toujours été très compliqué. Sauf que cette fois-ci, quand même, c'est extraordinaire ce qui se passe. Depuis le 30 juillet, on a tendance à l'oublier, mais depuis le 30 juillet 2024, il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris. Les relations sont devenues de plus en plus compliquées. Les éditoriaux de l'APS, l'agence de presse du gouvernement algérien, qui viennent de traiter à la lumière, dans le siège de l'affaire de Boualem Sansal, la France de macronito-sioniste, des insultes, des graves accusations, des colibés, les dirigeants qui ne se parlent plus, pas d'ambassadeur, une ambassade qui est vide. Jusqu'où ira la crise? Nous sommes face à une crise inédite. Jamais dans l'histoire de l'Algérie et de la France il y a eu autant de tensions et autant d'incompréhension. Jusqu'où ira la crise? Est-ce que ça peut basculer vers le pire? On essaiera d'analyser tout cela ensemble parce que la France est importante pour l'Algérie. Je rappelle, deuxième fournisseur de l'Algérie, parmi les 3 partenaires commerciaux les plus importants du pays. La France abrite, mine de rien, la plus grande communauté algérienne qui est établie à l'étranger. On parle de presque 5 millions d'Algériens qui vivent en France, en comptabilisant les binationaux, les franco-algériens, les sans-papiers et même les Algériens les Français d'origine algérienne. L'Algérie pour la France, c'est très important. Un Français sur 6 a une relation avec l'Algérie. Est-ce que cette crise va tout bousculer, va tout révolutionner? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir avec moi notre ami Yanis Mohamdi. Bonjour Abdou. Merci beaucoup Yanis d'avoir accepté notre invitation. Alors, journaliste très talentueux, que j'apprécie beaucoup, que beaucoup de Franco-Algériens et d'Algériens regardent. Il travaille pour un média engagé qui s'appelle Blast. Il fait des enquêtes extrêmement intéressantes. En 2022, il a travaillé pour Off Investigation. Tu as réalisé Macron algérien. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. C'était l'un des plus brillants documentaires sur la complexité des relations franco-algériennes, la présence et l'importance de l'Algérie, son lien avec les élections présidentielles françaises. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Yanis. Et j'ai l'immense plaisir et l'honneur, vous le connaissez maintenant, et c'est un habitué de nos plateaux, Azouaou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Khoya Azouaou, l'un des visages de la diaspora algérienne en France, place de la République, le Hirak, l'un des intervenants les plus lucides, les plus modérés surtout. Toujours dans l'analyse. Merci beaucoup, Azo, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Abdou. Bonsoir et bonsoir à ton invité, Yanis. Je suis ravi de connaître aujourd'hui. Et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Et merci pour l'invitation. C'est un devoir. C'est un devoir. On va essayer de comprendre. Le sujet est compliqué, j'avoue. Et très, très compliqué, Yanis. Je vais commencer par toi parce que tu as déjà réalisé un documentaire. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Azou, Macron algérien sur Off Investigation. Non, pour être honnête. Tu n'en as jamais entendu parler? Je ne l'ai pas vu, non. En tout cas, il a eu un énorme succès en Algérie. Il a fait plus d'1 million de vues. Oui. Plus d'1 million de vues. Et c'était le premier documentaire qui s'est attaqué de façon frontale et claire sur les financements, les liens, la politique. Là, ce documentaire-là que tu as fait avec Rivoire, Jean-Baptiste Rivoire, l'ancien de Canal+, on avait compris quand même que rien ne pouvait se passer en France sans l'implication de l'Algérie et rien ne pouvait se passer en Algérie sans l'implication de la France. Aujourd'hui, la crise que nous vivons, est-ce qu'elle n'est pas inédite? Comment on en est arrivé jusque-là? Pas d'ambassadeur et des accusations graves. Je rappelle que le dernier, l'affaire Boualem Sansal, on en a déjà parlé, l'APS, l'organe de presse, le porte-parole de l'État algérien, parle d'une France macronito-sioniste. C'était tellement violent. Comment on est arrivé là, selon toi? Est-ce que ce qui se passe actuellement à Gaza a joué? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la France a fait son choix et a choisi le Maroc entre l'Algérie et le Maroc. Voilà, on l'a vu, ils ont officiellement reconnu le Sahara occidental. On le sait aujourd'hui dans le Quai d'Orsay, les cartes du Maroc, le Sahara occidental est inclus. Ce qui est sûr, c'est est-ce qu'on arrivera à revenir en arrière avec ce qui s'est passé, ou est-ce que ce n'est pas une ligne de rupture, le fait que la France reconnaisse cette souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? C'est vrai que c'est inédit. Et pour toi, c'est vraiment ça qui a changé, le ralliement? C'est le ralliement de la France au Maroc? Je pense que oui. Moi, de ce qu'on me dit, des informations que j'ai, oui, c'est le fait que Macron se soit officiellement positionné en faveur du Maroc. On le sait, depuis que Macron est au pouvoir en 2017, les relations avec le Maroc étaient extrêmement compliquées, extrêmement tendues. Il y avait un gros problème de communication entre lui et le roi Mohamed VI. Visiblement, tout ça s'est arrangé. On disait même que Macron se tournait davantage à l'époque vers l'Algérie que vers le Maroc. Aujourd'hui, on a l'impression que le vent a tourné et visiblement, les Algériens ne l'admettent pas et ne le souhaitent pas. Donc c'est sûr que si Macron continue en tout cas à avoir cette direction vers le Maroc, visiblement, ça peut être une ligne de rupture pour le régime algérien. Et pourquoi le vent a tourné? Pourquoi Macron l'Algérien, on l'appelait Macron l'Algérien, ouais. Justement, les Marocains reprochaient à Emmanuel Macron
son positionnement ultra pro-algérien. Voilà, on se souvient, Xavier Driancourt, les critiques, une partie de la droite, Éric Ciotti, voilà, on mise trop sur l'Algérie, pas suffisamment sur le Maroc. Pourquoi le vent a subitement tourné en faveur du Maroc? Ben, le vent a subitement tourné en faveur du Maroc parce que le Maroc a décidé de se tourner favorablement à la France, alors qu'à l'époque, le Maroc n'avait, entre guillemets, pas besoin de la France. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, donc, sur la question du Sahara occidental, ils ont eu le soutien d'Israël, ils ont eu le soutien des États-Unis. Quand ils voyaient que la France était davantage tournée vers l'Algérie, le Maroc a décidé de ne pas donner suite aux rencontres avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, c'est ça qui change complètement la donne. Azouao, du point de vue algérien, est-ce qu'il fallait se disputer avec la France parce que la France a choisi le Maroc? On a l'impression que c'est une relation de couple. Voilà, tu m'as trahi. En fait, je résume, voilà, pas trop, tu m'as trompé avec le Maroc. Est-ce que le régime algérien reproche à Macron de l'avoir trompé avec le Maroc? Et est-ce que cette reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental est un coup de poignard ou est une menace aussi grave contre la sécurité nationale pour justifier une crise aussi tendue avec Paris? Ouais, je pense que, comme il a dit Yanis, c'est vraiment ce qui était un point tournant dans les relations franco-algériennes, c'était la reconnaissance de la France de la marocanité du Sahara. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, par-ci, par-là, des déclarations malencontreuses de Macron ou peut-être que l'affaire Amira Boulaoui. Mais ce qui est vraiment un point tournant, c'était la reconnaissance, parce que c'était un coup de poignard pardon, dans le dos des Algériens. Parce qu'au fait, il faut qu'on sache, c'est que le pouvoir algérien, comme il n'a rien à offrir à sa population, il n'a rien à offrir en termes de progrès technologique ou économique ou social ou politique, donc il doit offrir, c'est-à-dire ce qu'on appelle la propagande. Donc il doit, c'est-à-dire nourrir son récit national qui est celui l'autodétermination des peuples, la cause palestinienne. Donc tout ça, c'est des éléments que le pouvoir algérien nourrit, et il nourrit également la haine de la France. C'est-à-dire il faut vraiment quelque chose pour nourrir son récit national, donc il fallait qu'il utilise ça. Et puis, je pense que, oui, c'est vrai qu'on peut le voir d'une manière comme si c'était un coup de poignard, mais paradoxalement, c'est une aubaine pour le pouvoir algérien. Parce que la France, Macron, leur a donné c'est-à-dire quelque chose sur lequel le pouvoir algérien va s'accrocher pour dire que, vous voyez, donc on a un ennemi extérieur, on a la France, donc il y a un discours de haine contre la France que le pouvoir algérien nourrit. Donc il va se dire que voilà la France qui a reconnu la marocanité de Sahara. Donc ça, en fait, ça conforte toutes nos thèses, tout ce qu'on dit, toutes nos analyses par rapport, c'est-à-dire à la France coloniale et tout. Donc paradoxalement, c'est vrai qu'on peut le voir comme un coup de poignard, mais aussi c'est une aubaine pour le pouvoir algérien pour pouvoir endormir une certaine frange dans la société algérienne. Justement, ouais. comment est-ce possible? Je reviens vers toi, Yannis, juste pour comprendre du point de vue algérien, comment est-ce possible que la sauce anti-française ou le langage anti-français ou la propagande anti-française ou le sentiment anti-français puisse continuer à manipuler les Algériennes et les Algériens? Nous sommes en 2024. Il y a tellement de problèmes en Algérie. Est-ce que ça arrive à endormir? Est-ce qu'on réussit à endormir? Est-ce que c'est utile? Est-ce que vraiment les Algériennes et les Algériens ont été endormis par ce sentiment anti-français? C'est une très bonne question. C'est ça, c'est que le pouvoir il continue à alimenter, c'est-à-dire ce discours anti-français, mais paradoxalement, c'est-à-dire que les effets ils sont pas aussi importants. C'est-à-dire que ça touche une certaine frange de la société, mais paradoxalement, on voit des Algériens haraga. Ils vont pas vers l'Arabie Saoudite ou je ne sais pas, vers la Turquie, mais ils vont vers l'Europe, vers la France principalement. Donc en fait, le discours de haine contre la France, ça tient, mais c'est juste, ça permet au pouvoir de se donner une certaine légitimité, donc vis-à-vis de ses actions, de se donner une certaine crédibilité dans ses discours, dans cette analyse. Mais vis-à-vis de la jeunesse, notamment les jeunes, ça tient pas du tout, parce que s'il y avait une haine contre la France, les jeunes seraient pas auraient pas risqué leur vie pour venir en France. Donc c'est paradoxal, mais le pouvoir, c'est un pouvoir totalitaire. Pour revenir aux causes, c'est-à-dire c'est un pouvoir totalitaire, propagandiste, soviétique. C'est-à-dire qu'il se base sur la haine de quelque chose, sur l'ennemi étranger. Donc il doit se le fabriquer. Tantôt c'est la France, tantôt c'est le Maroc. Là, le Maroc, depuis 2019, on voit que le Maroc, c'est-à-dire c'est lui qui revient tout le temps sur la scène politique. Mais la France, depuis 1962 d'ailleurs, la France n'a jamais
peut-être elle a été détrônée à partir de 2019, mais la France, le discours anti-français, ça a toujours existé dans la propagande du pouvoir. Mais ça peut s'expliquer par plusieurs éléments. Donc, ils doivent d'abord fournir quelque chose pour la population qui les soutienne, parce qu'il faut savoir une chose, ceux qui soutiennent le pouvoir actuel des militaires, c'est ce qu'on appelle les arabo-islamistes. On l'a vu pendant 2019, c'est le Badissi, ce qu'on appelait communément le Badissi Novembaria. Ce sont eux qui étaient là à la rescousse du pouvoir. Donc le pouvoir doit leur rendre quelque chose de l'ascenseur. Et comme il sait que c'est des gens ça veut dire qu'ils se contentent de la propagande, donc on leur nourrit. Mais paradoxalement, c'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que quand on voit tous les tenants du pouvoir, ils ont des intérêts en France, ils travaillent avec la France, on a des intérêts mutuels avec la France. Ouais. On continue à travailler avec la France, mais d'un côté, on dit que la France, c'est l'ennemi, c'est juste... C'est une forme de schizophrénie. Schizophrénie parce qu'en fait, ils ont des intérêts. C'est juste pour nourrir une certaine frange de la société, c'est tout. Après, il y a laisser aller aussi du côté français. Parce qu'en fait, il n'y a pas le côté français, peut-être ils laissaient aller pour des intérêts aussi. Justement, parce qu'ils ont des intérêts côté français aussi. Côté français, Yanis, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de complaisance vis-à-vis du régime algérien qui a été excessive? Parce que Macron, depuis l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune, depuis la crise de 2019, on a l'impression que la France a... À chaque fois qu'on parle de l'Algérie, c'est sensible. Ce qui est sûr, c'est que oui, c'est un dossier extrêmement sensible pour les Français et l'Algérie. Moi, il y a 2 points sur lesquels je voulais revenir. Tout d'abord, sur le point de non-retour que vous évoquiez concernant la souveraineté du Sahara occidental par le Maroc, on se souvient aussi qu'il y avait eu le même problème avec l'Espagne, où l'Algérie avait rompu ses relations commerciales avec l'Espagne, puis 2 ans plus tard, ils sont revenus en arrière, et aujourd'hui, tout se passe très bien. Donc est-ce que c'est vraiment un point de non-retour? Je n'en sais rien. Deuxième chose, il faut aussi comprendre que ces derniers temps, il y a eu une attaque de l'extrême droite extrêmement intense vis-à-vis de l'Algérie, voilà, qui a été diffusée par les médias d'extrême droite, sur la question des accords de 68, sur la question aussi des aides, de l'argent public français qui est donné à l'Algérie, où des sommes complètement mensongères ont été évoquées. Donc il y a tout ça aussi qui a joué en faveur... Sur la question mémorielle. Voilà, sur la question mémorielle, sur... Macron a quand même fait un pas aujourd'hui avec la reconnaissance de Ben Hamidi sur l'assassinat par... voilà, donc c'est pas totalement rompu. Après, sur ce que vous dites vous, oui, c'est vrai que l'Algérie joue là-dessus, utilise le sentiment anti-français, essaye de nourrir un sentiment anti-français, mais ce qui est sûr, c'est que la France ne dit rien. Et la France accepte de jouer ce jeu-là. On le sait aujourd'hui, moi, ce que j'ai montré dans mon documentaire, c'est comment, en fait, Emmanuel Macron est venu en 2017 demander de l'aide au pouvoir algérien, demander de l'argent. Il a été financé, sa campagne a été financée par le pouvoir algérien. Ce qui s'en est suivi, c'est que pendant toutes ces années de son mandat, Emmanuel Macron n'a jamais eu un mot en faveur de la population algérienne. Il a toujours été avec le pouvoir. Quand il y a eu le Hirak, il soutenait Bouteflika. Quand Tebboune est arrivé au pouvoir, il a dit que c'était très bien. Il y a eu l'élection là, de Tebboune, on a très bien vu qu'il l'a félicité. Quand Macron, une fois, a osé sortir, on va dire, du commun... Macron considérait Tebboune comme un ami. Voilà, Macron considérait de l'ami. De l'ami, voilà. Les accolades, des embrassades, etc. Les accolades, les embrassades. Voilà. La seule fois où Emmanuel Macron est sorti un petit peu des clous, c'est quand il a parlé de la rente mémorielle de l'Algérie, etc. Un mois plus tard, il s'est excusé, enfin l'Élysée s'est excusé. Donc en fait, si vous voulez... Je pense que la France ne fait même plus attention à cette espèce de jeu que joue le pouvoir algérien sur la haine anti-France. Parce qu'ils ont trop d'intérêt avec la France, tout simplement. Ils ont trop d'intérêt avec la France. Ils savent très bien que ce ne sont que des déclarations. Moi, vous savez, j'avais dans mon documentaire sur Macron l'Algérien, j'ai l'ambassadeur dedans, l'ancien ambassadeur de France, Xavier Dréancourt, qui m'expliquait, qui me disait en off, qui me racontait qu'il avait des ministres qui, à l'Assemblée, insultaient la France, traitaient la France. Et puis après, dans l'après-midi, il l'appelait, il lui disait « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que mon enfant puisse aller à l'école française ?» Vous voyez, donc... ouais, voilà, non, mais c'est ça. C'est un truc de fou, quand même. Oui, mais c'est un jeu entre la France et l'Algérie. L'Algérie n'est pas la seule responsable. La France aussi joue ce jeu-là. La France, à longueur de journée, calomnie les Algériens, insulte les Algériens, les traite... Il y a une islamophobie grimpante en France, l'extrême droite... Yannis est en train de nous dire que la montée en puissance de l'extrême droite a fait paniquer le régime algérien. Alors, je ne sais pas si ça a fait paniquer le régime algérien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attaque qui a été coordonnée ces derniers mois par l'extrême droite française, par les médias d'extrême droite, Il faut savoir qu'en France, donc 90% des médias sont détenus par des multimilliardaires, que ces multimilliardaires, il y en a qui ont des idées d'extrême droite, tels que Vincent Bolloré, qui détient CNews, etc. Et leur but, c'était d'attaquer l'Algérie, tout simplement. On l'a vu, Sarah Knafo, députée européenne d'extrême droite du parti d'Éric Zemmour, a attaqué l'Algérie. Elle en a fait son cheval de bataille en disant qu'on donnait jusqu'à 800 millions d'euros
à l'Algérie, ce qui était complètement faux. Donc non, je ne sais pas si c'est... Et Macron, là-dessus, n'a jamais pris la peine, si vous voulez, de défendre l'Algérie. Et aujourd'hui, on le voit avec l'affaire Boualem Sansal. Alors Boualem Sansal, il n'a rien à faire en prison, mais il est quand même défendu, en France en tout cas, majoritairement par l'extrême droite française. Mais justement, Azo, le point de vue de Yannis, c'est intéressant. Est-ce que le régime algérien n'est pas en train d'anticiper les événements? Il se dit, voilà, l'extrême droite, elle est de partout, on est attaqué de partout. Il essaie de se durcir face à la France parce qu'il anticipe ce qui va se passer en 2027. Macron va partir. 2027, c'est demain, c'est dans 3 ans. Mais c'est dans demain, à l'échelle d'un pays. Il peut surtout, vous savez, là en France, on est dans une situation extrêmement compliquée. Là, il est possible que, sous peu, le gouvernement Barnier soit censuré. Ouais. Il y en a beaucoup, en fait, si vous voulez, dans les couloirs, ce qui se dit de l'Assemblée nationale, c'est que le mandat de Macron n'ira pas au bout. On peut très bien avoir une élection en 2025, en 2026, anticipée. Parce que Macron affirme toujours qu'il tient à rester jusqu'au bout. Il n'a Oui, pas envie d'abandonner. Si le gouvernement Barnier est censuré, la logique veut que, bon, normalement, si on ne dit pas de bêtises, il va se tourner vers Bernard Cazeneuve, vers le PS, parce qu'ils ont déjà fait des déclarations en ce sens-là. Mais ça ne va pas tenir. En fait, l'Assemblée nationale, aujourd'hui, elle est tellement divisée en... Il ne peut pas la dissoudre, il faut attendre une année. Il faut attendre 1 an pour qu'il puisse la redissoudre. Ouais. Ouais, donc déjà, est-ce que Macron va aller jusqu'en 2027, pour commencer? Donc justement, est-ce que c'est pas cette forte probabilité, aujourd'hui en France, il y a une forte probabilité que l'extrême droite arrive au pouvoir? Mais l'extrême droite, ou même la droite, ou même le centre droit comme Édouard Philippe, aujourd'hui, il dit qu'il faut remettre en cause les accords de 68, il nourrit aussi un sentiment anti-algérien, il dit qu'on a un problème avec l'Algérie. Aujourd'hui, il y a toute une partie du spectre politique français qui s'attaque à l'Algérie et au régime algérien. Et donc la crise, on a un scénario, ça pourrait en tout cas, je parle au conditionnel, on pourrait se diriger vers un scénario d'une séparation. Parce qu'avec une extrême droite au pouvoir, avec un gouvernement de Rassemblement National ou avec un éventuel président du Rassemblement National, est-ce que là le régime algérien va vous dire j'ai raison de me défendre, c'est les extrémistes qui arrivent au pouvoir, on a raison, etc. Est-ce que finalement ce n'est pas la bonne méthode d'imposer un bras de fer? Alors je pense que... c'est-à-dire que le pouvoir algérien, je ne pense pas qu'il l'anticipe. Peut-être que, mais je pense qu'il navigue à vue. Donc il agit selon des intérêts du moment. C'est vrai qu'il y a cette hypothèse d'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, mais savoir l'extrême droite n'aura pas tous les leviers entre ses mains pour pouvoir agir. Ça veut dire selon ce qu'ils promettent dire ou selon les souhaits ou les idiots qu'ils portent. Parce qu'en fait, ils seront vite confrontés aux réalités du pouvoir et ce qu'on appelle aussi les traités internationaux. Donc en fait, ils seront liés. Ils pourront pas. Il y aura des choses, c'est-à-dire qu'on peut mener un bras de fer contre le pouvoir algérien. Mais aujourd'hui, le pouvoir de Macron, parce qu'il faut, quand on regarde à peu près les décisions du pouvoir de Macron, il y a une certaine droitisation des décisions, si je peux l'exprimer comme ça. Donc, je pense qu'il y a des choses que même Marine Le Pen ne pourra pas faire s'il était arrivé au pouvoir, parce qu'en fait, il sera lié par les traités internationaux et par la réalité du pouvoir. Les relations diplomatiques, moi ce que je veux juste ajouter, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer ce pouvoir-là. Ils savent très bien aller récupérer des hommes politiques français. On l'a vu, je sais pas, récemment. Quel pouvoir Le pouvoir algérien. Un pouvoir algérien. J'ai beaucoup de Villepin. De Villepin, l'Algérie, c'est vrai qu'on le voit. Il a fait des déclarations qui sont en faveur de l'Algérie. Moi, je pense surtout à Gérald Darmanin, par exemple, qui lui est un candidat assumé à la prochaine élection présidentielle. Oui, peut-être. On l'a vu, il s'est rendu en Algérie quand il était ministre de l'Intérieur. On l'a vu à la Grande Mosquée de Paris, alors qu'il avait fait des déclarations contre le pouvoir algérien parce que son grand-père est un harki, voilà, etc. Mais aujourd'hui, le pouvoir algérien a quand même une force, c'est de savoir aussi. Après, je pense qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale, ils s'en foutent. Extrême droite, droite, gauche, extrême gauche. Ils naviguent à vue parce qu'en fait, c'est les intérêts du moment qui les intéressent. Et après, si vous voulez... Mais je pense que, imaginons que Marine Le Pen arrive au pouvoir demain, je pense que le pouvoir algérien n'aura pas de problème à discuter avec elle. Bien sûr, non. On ne sera pas à l'abri d'une visite de Marine Le Pen en Algérie. Pourquoi il panique alors que l'extrême droite, elle est beaucoup plus favorable au Maroc, elle est beaucoup plus... Voilà, on a dit. Il y a des griefs qu'on les a retenus contre l'immigration, etc. Non, mais j'ai l'impression que depuis... Parce qu'il y a eu deux séquences, je pense, dans les relations algéro-françaises. La reconnaissance de la souveraineté du Maroc, mais aussi les élections législatives anticipées. Depuis Alger que Bardella, futur Premier ministre, déjà, il y a un coup de froid. Est-ce que vous ne sentez pas que l'extrême droite au pouvoir à Paris, ça alimente le cauchemar des dirigeants algériens? Parce que là, il y a un isolement du régime algérien qui risque de s'aggraver. Qu'on le veuille ou non, le régime algérien a beau peut-être insulter et vilipender la France,
mais c'est le partenaire occidental le plus important. Oui, c'est Washington, voilà, avec l'Algérie, c'est un peu comme superficiel. Berlin, pour l'Algérie, c'est pas extrêmement stratégique. Londres non plus. La porte de l'Occident pour le régime algérien, C'est la c'est bel et France. bien Paris, on est bien C'est d'accord. vrai, c'est vrai. Donc avec une extrême droite au pouvoir, il y a un sentiment de panique. Est-ce que c'est pas, pas cela qui peut expliquer finalement les gesticulations actuelles? aux yeux du pouvoir algérien, d'ailleurs aux yeux de tout le monde, c'est qu'il y a plus d'animosité chez l'extrême droite à l'égard de l'Algérie que chez la gauche ou que Voilà. chez les centres, certainement. Donc ils doivent se méfier. Quand on regarde les déclarations de l'extrême droite, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen ou Eric Zemmour, c'est-à-dire à l'égard de l'Algérie, s'ils arrivaient au pouvoir, certainement, s'ils mettaient tout c'est-à-dire en œuvre, c'est-à-dire leurs déclarations et leurs promesses, certainement que le pouvoir algérien serait dans l'embarras. Mais comme l'a dit Yanis tout à l'heure, ils sauront négocier avec et Marine Le Pen, enfin, et l'extrême droite et le pouvoir algérien. Parce que Marine Le Pen Les aussi, s'ils sauront négocier, pourquoi ils sont dans une posture d'insulte, ils le doivent, d'attaque, parce de que provocation? on est dans un moment On n'a pas politique. suffisamment analysé, mais je ne sais pas si tu l'as lu, le dernier des éditorial, c'est même pas je sais même pas, le texte. Il est inclassable, le texte de la PS. La PS, il faut savoir une chose. Macronito-sioniste. Ouais. La violence, elle était vraiment assez grave. Oui. Je sais pas, tu l'as lu ou pas, Yanis? Je ne l'ai pas lu, mais après, juste ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais par exemple, on a Benyamin Netanyahou qui fait face à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. La France aujourd'hui a déclaré quand même que, malgré ce mandat d'arrêt international, il bénéficierait d'une immunité et donc que la France ne l'arrêterait pas s'il se rendrait sur le territoire Tu es en français. train de nous dire quoi? Le fait que. Alors, justement, j'allais venir à ce dossier-là. Est-ce que le positionnement pro-Israël de la France fait paniquer encore plus le régime algérien, l'Algérie? Déjà, elle est pro-marocaine. L'axe Tel Aviv-Rabat. S'il y a un axe Tel Aviv-Rabat-Paris, est-ce que ça, l'Algérie. Établi par Voilà. la presse algérienne, hein. C'est-à-dire quand ils ont accusé d'un complot contre l'Algérie, il y avait l'axe marocain, Rabat, Paris, les Émirats et l'Israël, je crois, il y avait un truc comme ça. Non, Donc, ça a été établi jusqu'à par maintenant, la le presse discours algérienne. algérien diabolisait l'axe Tel Aviv, Rabat, Abu Dhabi. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de la part des dirigeants algériens d'avoir en face d'eux un autre axe Paris, Tel Aviv, Rabat? Ce qui est sûr, c'est que si c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir, Israël en sortira renforcé, puisque Marine Le Pen, de toute façon, a déjà fait plein de déclarations en faveur d'Israël, que Bardella aussi a fait plein de déclarations en faveur d'Israël, et c'est sûr que l'Algérie s'en retrouvera complètement isolée face au Maroc, face à la France. Après, peut-être qu'ils peuvent se tourner vers l'Espagne. L'Espagne reconnaît aujourd'hui l'État palestinien, j'en sais rien. Mais il reconnaît la marocanerie à l'occidental aussi. Aussi. Donc, Non, mais il faut c'est savoir le une même chose, c'est blocage. que l'Algérie, c'est-à-dire aux yeux des Algériens, ce qui compte, c'est ce que regarde la France, ou ce qui compte pour la France. Parce qu'en fait, la France, comme l'a dit, c'est une passerelle vers l'Occident. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les pays occidentaux, c'est-à-dire pour savoir ce qu'il faut penser de l'Algérie, ils se tournent vers la France, parce qu'ils sont les mieux sachants, les mieux connaissants de la politique algérienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend un pays comme la Hollande, s'il veut investir en Algérie, généralement, il demande aux Français, parce qu'ils sont connaissants de la réalité Ouais, c'est vrai. algérienne. Du point de vue de l'Occident, Du point de la vue de France est la porte vers l'Algérie. hein. Vers l'Algérie. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils disent? L'Afrique, c'est la chose française. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas trop, parce qu'il y a la France, donc c'est l'allié stratégique, c'est la France. Donc il est entre guillemets sous domination française. Donc si vous voulez, tout ce qui est Maghreb, tout ce qui est Sahel, tout ce qui est Afrique, généralement c'est la France, parce qu'il y a les raisons historiques. C'est-à-dire que la France, historiquement, elle était coloniale, donc elle a colonisé toute cette région. Et puis c'est un pays doté, c'est-à-dire c'est un pays nucléaire. Et là, c'est ce qu'on appelle l'industrie de la défense, c'est-à-dire que militairement, c'est un pays quand même sur lequel on peut compter. Donc tout ça fait en sorte à ce que l'Algérie regarde vraiment de très près ce que pense la France d'elle. Donc par rapport à l'Espagne, oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir des alliés comme l'Italie et l'Espagne, mais Justement, Yannis, on parlait d'extrême droite. Est-ce que le régime algérien, selon de ton point de vue, n'a pas commis lui aussi des erreurs qui ont renforcé l'extrême droite? Un exemple, l'usage excessif de la bombe migratoire. Dès qu'il y a un problème avec la France, on bloque les laissez-passer consulaires. Est-ce que ça n'a pas renforcé le sentiment anti-algérien, y compris ceux qui n'étaient pas d'extrême droite? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus quelle est l'extrême droite en France. Ouais. Si Houthi c'était la droite, maintenant c'est l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs? L'intervention dans la gestion de la Grande Mosquée de Paris, le discours un peu brut, l'arme du boycott économique. L'Algérie a boycotté les importations françaises, etc. Est-ce que cette brutalité aussi, cette sévérité,
qu'on n'avait pas à l'époque de Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, il y avait des crises aussi. Mais on les réglait autrement. Mais avec ce nouveau régime, il y a eu 3 ou 4 rappels d'ambassadeurs. Pour un documentaire sur M6, on rappelle l'ambassadeur. Pour la fin de la Biolawi. Voilà. Donc voilà. Est-ce que cette manière de faire, cette brutalité, entre je sais pas, sévérité, brutalité, démonstration de force tout excessive, n'a pas fait le jeu d'extrême droite pour dire voilà, l'Algérie c'est un pays ennemi, c'est un pays instable, ça ne menace. Moi, je pense que l'arrestation de Boualem Sansal a fait plus de mal à l'Algérie que la fin des traités ou je ne sais quoi. Vous savez, en France, personne ne regarde vraiment ce qui se passe politiquement au niveau de l'Algérie et de la France. C'est vrai. Ils ne s'intéressent pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sentiment face à l'immigration qui a toujours été là. L'extrême droite a su jouer là-dessus, que l'Algérie est ciblée dans ce qui est ses attaques face à l'immigration, et puis ça s'arrête là. Et puis pour Boualem Sansal, aujourd'hui, l'Algérie se retrouve quand même face à un épisode où Boualem Sansal a des idées qui sont très proches de l'extrême droite, il est donc soutenu majoritairement par l'extrême droite, mais des intellectuels de gauche aujourd'hui aussi le soutiennent parce que ça reste un écrivain avant tout, et donc de dire qu'il n'a pas sa place en prison pour quelques mots ou pour ses opinions. Donc là, je pense par exemple que l'affaire Boualem Sansal fait plus de mal à l'Algérie et favorise en fait ce que dit l'extrême droite en disant que l'Algérie est un régime qui met tout le monde en prison dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, etc. C'est plus ça plutôt que ce qui a été évoqué précédemment. La relation entre Macron et l'Algérie en France, elle est très peu documentée. On sait très peu de choses. Moi, quand j'ai fait le documentaire Macron-l'Algérie, on était les seuls à le faire. Il y avait très peu d'intervenants. Elle est très peu documentée, vous voyez. Donc, il n'y a même pas l'intérêt. Même le lectorat français ne s'intéresse pas beaucoup à l'Algérie. L'Algérie, en France, on n'en parle que pour parler de l'immigration et de dire que c'est un problème. Ça s'arrête là. C'est tout. Après, politiquement, ce qui se joue entre la France, l'Algérie, etc., ça n'intéresse pas plus que ça. Il y a tellement de députés qui ne savent même pas ce que c'est que les accords de 68 ou les accords d'Avion. Ils ne le connaissent même pas. Ils n'ont jamais entendu parler. Donc, c'est des politiques. Hein. Ils sont censés savoir, mais ils ne savent pas. C'est juste qu'il n'y a qu'en Algérie qu'on se focalise sur la France. C'est-à-dire médiatiquement et d'une manière cette manière-là. Alors après les politiques français, nous, ce qu'on dit, il y a un vieil adage ici en France qui dit que les routes de l'Elysée passent par Alger. Ouais. Tu l'as dit, c'est un Français sur 6 qui est concerné, entre les pieds noirs, entre les franco-algériens. Il y a 10 millions d'Algériens, un truc comme ça, qui sont d'origine algérienne. Ce qui est sûr, c'est que quand on veut, en tout cas, conquérir le pouvoir en France, l'Algérie, c'est capital. C'est important. C'est capital. Voilà. Dans un sens ou dans un autre. Exactement. Ce qui me ramène à aborder peut-être le dernier chapitre de cette émission, c'est le rôle de la communauté algérienne de la diaspora. C'est quand même, nous avons une diaspora extrêmement importante algérienne en France. Extrêmement importante. Alors, le chiffre de 5 millions a été démenti, certains parlent de 2,5 millions. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on compte dans la catégorie de diaspora algérienne. Est-ce que moi, par exemple, les pieds noirs, pour moi, on devrait les compter, parce qu'ils ont une relation avec l'Algérie, quelque part. Est-ce qu'on compte les Harkis, est-ce qu'on compte leurs descendants, les binationaux? En tout cas, il y a tellement de Français qui ont une relation avec l'Algérie. Rien que les Algériens nés en Algérie, établis en France, on est à 900 000 et quelques. Mais malgré cette importante diaspora et communauté, on a l'impression qu'elle ne pèse pas, qu'elle n'arrive pas, qu'elle compte pour du beurre. Elle est juste en train de suivre. On l'a vu dans le Hirak, elle a joué un rôle, mais dès que la répression s'est abattue, j'ai l'impression que les gens de la diaspora, les gens d'étrangers, ont plus peur de la persécution que les enfants eux-mêmes de l'Algérie. Et chez les binationaux aussi à Nice, on a l'impression qu'il y a une naïveté à l'égard de l'Algérie, une certaine naïveté, ils ne maîtrisent pas, ils ne savent pas comment se positionner. Alors on aime l'Algérie parce qu'elle soutient la Palestine, mais dès que l'Algérie persécute, on ne sait pas comment se positionner. Donc, est-ce que, franchement, finalement, cette communauté, est-ce qu'elle n'est pas plus un poids qu'un atout pour les deux pays? Ce qui est difficile, c'est pour les franco-algériens, en tout cas, qui, comme tu l'as dit, ne se positionnent pas quand l'Algérie peut réprimer, qui ne sont pas forcément positionnés sur le Hirak, c'est qu'ils sont en France et ils font face en France à des déclarations racistes à l'égard des Algériens, à l'égard des musulmans. Et donc, si tu veux, le seul endroit et le seul pays auquel ils peuvent se rattacher et se dire qu'ils se sentent pleinement rattachés à ce pays-là, c'est l'Algérie. Donc, forcément, qu'ils vont fermer les yeux pour beaucoup sur ce qui se passe politiquement en Algérie et que ça reste aujourd'hui leur seul point d'attache là-dessus. Et puis la diaspora, je pense qu'elle est française, enfin la diaspora algérienne en France, elle est extrêmement hétérogène. C'est pas un groupe déjà, si on compte les 5 millions, je pense que c'est extrêmement hétérogène. Rien qu'on regarde le spectre politique français, vous avez des gens d'origine algérienne qui sont dans tous les partis politiques, quasiment de la droite à la gauche. Donc c'est pas une diaspora commune qui parle d'une seule voix. Donc elle n'est pas structurée, n'arrive pas à peser. Pourquoi ? Pourquoi, par exemple, la diaspora marocaine, on la sent plus structurée.
Pourquoi les Syriens en Allemagne ont réussi à plus à se positionner? Alors les Marocains en Pourquoi? France, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus structurés que ça. Et après, hein, au Maroc, c'est un autre régime. Donc comme c'est un régime monarchique, c'est pas la même chose. Au Maroc, ils sont d'accord tous pour une chose, c'est-à-dire on ne touche pas au roi. Donc peu importe. Après, ça pas les tous les unit. Marocains, et donc il y a quand même des Marocains Franchement, qui c'est sont une contre la monarchie. minorité. C'est une minorité. Après, je hein. pourrais pas vous les Ah compter. non, moi j'ai honnêtement. fait. Moi j'ai Ouais. fait des reportages Oui, au après, Maroc, je les ai peut-être, ouais. rencontrés. Il y en a beaucoup qui veulent un changement au Maroc, qui veulent plus de démocratie, qui veulent, mais on ne touche pas à la Dans royauté. la Non, monarchie. quand j'ai dit structuré, il y a plus d'associations, il y a plus les événements, par exemple, de la diaspora marocaine sont mieux organisés. Il y a une association des élus d'origine marocaine. Il y a eu d'ailleurs, il y a plus récemment, dans l'histoire politique récente de France, on a eu plus de ministres d'origine marocaine dans les gouvernements de France que de ministres d'origine algérienne. Je sais pas si je m'interroge, hein, je fais pas des affirmations. Je Pas dis pour juste les que organisations. cette diaspora algérienne as well, j'ai l'impression qu'elle est plus un poids pour la France et pour l'Algérie. Les deux pays n'arrivent pas à savoir quoi en faire. Et même les Algériens de France aujourd'hui, je les sens perdus. Alors il y en a, ils se mobilisent pour le Morjan, la pâte à tartiner Morjan, tout le monde a parlé d'elle. Mais quand il y a des journalistes ou des hiérarchies, personne n'en parle, ils ont peur. Voilà, le cas de Kamel Daoud, il est extrêmement critiqué par les membres de la diaspora algérienne. Oui, bien Il sûr. est vraiment extrêmement critiqué. Après, il faut vraiment être vraiment prudent quand c'est-à-dire on approche cette question. C'est comme le disait Yannis, c'est qu'il est vraiment hétérogène, n'est pas homogène. Tout dépend de quelle génération de diaspora qu'on parle. Parce que là, quand on prend un Algérien, un Français d'origine algérienne ou un Algérien qui est venu, c'est-à-dire de l'Algérie, c'est pas pareil. Donc c'est la communauté algérienne, c'est-à-dire ils sont algériens tous les deux, mais c'est pas pareil. Si on prend de Kayanis, je suppose qu'il est né ici en France, c'est pas pareil que moi qui suis venu de l'Algérie. Donc en fait, il y a tellement si vous voulez, De nuances- diversité dans les deux profils, de ouais. diversité, de nuances à apporter dans ce sujet. Après, quand on prend la diaspora d'une manière globale, je pense qu'il n'y a que l'approche française qui essaie de l'approcher. C'est-à-dire que quand ils approchent la question algérienne, ils l'approchent d'une manière globale. Ça veut dire quoi? Ils prennent tous les Algériens ou tous les Français ou les résidents algériens, c'est-à-dire tous ceux qui ont une relation à l'Algérie, de près ou de loin. Donc on peut aller jusqu'au Pied Noir, on peut aller c'est-à-dire aux Algériens, ou même Au Harki, carrément. au Harki. Voilà, donc ils peuvent y aller jusque-là parce que quand ils agissent, d'ailleurs ils le disent tous, les politiques français, c'est-à-dire quand il s'agit de l'Algérie, il ne s'agit pas de la politique extérieure, mais il s'agit de la politique intérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'Algériens, il y a tellement de citoyens français qui sont liés à l'Algérie, donc ils approchent ça d'une manière globale. Et l'Algérien qui est venu, voilà, comme ça, l'Algérien qui est venu de l'Algérie pour sa première génération, si on peut l'appeler comme ça, et un Français d'origine algérienne première génération, deuxième, troisième, et l'Algérien, ça veut dire un pied noir. Donc, mais par contre, du point de vue algérien, tout ce qui est algérien, ça veut dire que c'est les Algériens qui sont venus déjà, première génération, un peu comme toi, un peu comme moi, et les Algériens de deuxième génération, ceux qui ont une origine algérienne. Donc ça, mais ils essayent de l'approcher. Mais pourquoi on n'est pas organisé? Certes qu'on est organisé, certes. Moi je pense, après, j'ai pas les éléments pour m'affirmer là-dessus, c'est que on est vraiment très organisé. Il y a des organisations culturelles, des organisations politiques et tout. Il y en a, c'est pas question. Après, il y en a celles qui sont à la solde du pouvoir, qui sont soutenues par le pouvoir algérien. Et il y en a celles qui ne sont pas soutenues par le pouvoir algérien. Ils essayent d'activer du mieux qu'ils puissent faire. Mais il y a une organisation. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? C'est pas du tout suffisant parce qu'on voit le résultat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on Justement, ce que je voulais savoir, tous les deux, est-ce que cette communauté, est-ce qu'elle peut être un facteur pour dépasser la crise? Est-ce qu'elle peut jouer le rôle d'intermédiaire? Est-ce que les Algériens de France peuvent jouer le rôle d'intermédiaire entre Paris et Alger pour dépasser les crispations et les tensions et les crises? Je pense qu'elle l'est de soi. Elle l'est de soi parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Algérie, que ce soit le pouvoir algérien ou le pouvoir français, ne peut pas dépasser certaines lignes rouges parce qu'il y a la diaspora, il y a beaucoup qui nous lie, il y a la relation humaine, la relation historique, il y a tellement de choses qui nous lient que les deux pouvoirs des deux côtés ne peuvent pas dépasser des lignes rouges. Même si c'est le pouvoir, c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir demain, il y a des choses qu'il ne peut pas lier. Maintenant, si je reviens, c'est-à-dire à la suffisance de ce qu'apporte la diaspora, c'est vrai qu'on n'est pas du tout. Moi, je trouve qu'il y a une immaturité politique énorme, abyssale, de la part de la diaspora algérienne, toute nuance confondue, hein, que ce soit des Algériens qui sont venus ou des Algériens franco-algériens qui sont nés ici, parce que
quand on voit le Hirak par exemple, et puis et avec lequel on n'a pas pu convertir, c'est-à-dire cette énergie populaire pour faire de la pression, pour essayer de s'organiser ici, pour faire du lobbying à l'égard du pouvoir français, parce que si on avait ne serait-ce un tout petit peu lobbying à l'égard du pouvoir français, où on fera valoir, c'est-à-dire le poids politique de la communauté algérienne pour que le pouvoir français, ça veut dire, fasse des 36 000 calculs avant qu'il prenne une décision à l'égard de l'Algérie, ça oui, on ne l'a pas fait, on n'a pas su le faire ça. Donc on a vu le Hirak, toute cette... D'ailleurs, entre nous, la place de la République, il y a eu beaucoup plus de divisions que dans le Hirak algérien. J'ai vu la place de la République des disputes, des insultes. Donc il y avait le Hirak de la communauté algérienne, il a été... Je l'assume entièrement. Il y a ma part de responsabilité autant que dans mon mouvement politique qui est progressiste qu'en que personne. Bien sûr qu'on a échoué. On a échoué. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des points forts ou des points positifs du Hirak, mais politiquement, moi, je le dis et je l'assume, c'est qu'on a échoué dans le sens d'y aller vers une organisation, parce que seule l'organisation peut faire ébranler les pouvoirs, et le pouvoir français et le pouvoir algérien. On en algérien. parlera. Est-ce que tu es d'accord Non, moi je pense que... Et pourquoi est-ce que des personnalités franco-algériennes pourraient émerger? Il y en a qui ont émergé, hein, certains qui ont émergé. Est-ce qu'elles peuvent faire l'intermédiaire et l'ambassadeur entre les deux pays? Moi, je pense pas que ni l'Algérie ni la France n'aient besoin d'intermédiaires spécifiques pour se parler. Je pense déjà aussi que le pouvoir algérien s'en fout de la diaspora algérienne en France. Je pense que... Merci pour la sincérité. Ouais, non, mais je pense qu'ils s'en foutent parce que, en fait... Ils s'en foutent pas autant que ça. Il n'a pas d'influence sur le fait qu'ils se maintiennent au pouvoir ou non. Si vraiment il y avait quelque chose qui pouvait se jouer avec cette diaspora sur le maintien au pouvoir de ce gouvernement, de ces gens qui sont au pouvoir, là peut-être qu'il y aurait quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Les 5 millions d'Algériens qu'on compte n'ont aucune influence sur ce qui se passe en politique en Algérie. Et c'est pareil sur le Hirak. Je pense que même si les Algériens étaient réunis d'une seule voix ici en France, que la diaspora était réunie et qu'ils essayaient de mettre la pression sur la France pour que la France ne soutienne pas le régime algérien, le Hirak, c'est pas la France qui a changé la donne, hein, que la France soutienne ou que ne soutienne pas. Il y avait 10 millions de personnes dans la rue. À partir du moment où le pouvoir ne cède pas avec 10 millions d'Algériens dans la rue, ça veut quand même dire quelque chose. 13 millions même. 13 millions même. Il faut comprendre, en Algérie aussi, quand même, c'est que c'est un pouvoir qui aujourd'hui se subvient à lui-même. Certes, ils ont besoin de la France pour exporter le gaz, etc. Mais à l'intérieur même du pays, pour se maintenir au pouvoir, ils n'ont pas besoin ni de la diaspora, ni de... Alors, c'est vrai que tu as raison, mais en fait, oui, d'un côté, tu as raison. Mais ils ont besoin de cette relation française, parce qu'en fait, par exemple, ils utilisent l'immigration comme levier. Oui, ils ont besoin, bien sûr. Comme levier. Donc, en fait, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire que le pouvoir algérien, il s'en fout éperdument de... Non, mais d'accord, ils peuvent utiliser comme levier. Ce que je veux juste dire, c'est que la France, par exemple, lors du Hirak, Macron a pris position en faveur de Bouteflika, puis après en faveur de Tebboune. Il y a la question parce qu'ils l'ont aidé durant sa campagne, mais je pense que même si l'Algérie ne l'avait pas aidé durant sa campagne, je pense qu'il aurait tenu quasiment les mêmes positions, parce qu'ils savent très bien... Peut-être je m'étais mal exprimé quand je disais que c'est nous, tant que c'est-à-dire Algériens, on n'a pas su, ça veut dire mais je pense pas... de l'énergie populaire, parce qu'en fait c'était... Oui, mais je ne pense pas qu'en France, la diaspora algérienne aurait pu avoir un impact sur... quand même, parce que si on était mieux organisé, si on avait... C'est-à-dire mieux organisé, c'est-à-dire on aurait fait quoi? On aurait pu dissuader de Macron d'aller à Alger, ou on aurait contraint Macron à changer de position? Mais ça n'aurait pas fait tomber le régime algérien. C'est une bonne question ce qu'il dit, c'est une analyse assez intéressante. Mais nous, on aurait fait mieux. C'est ce que je veux dire, c'est que... Alors après, moi franchement, je suis désolé, mais le Hirak... On aurait fait mieux, parce que être organisé, être mais c'était organisé, c'est pas pareil, parce que je vais vous dire une chose, moi je crois une chose, c'est que ce qui ferait mal au pouvoir algérien, c'est l'organisation. D'ailleurs, il a tout fait à ce qu'il désorganise tout mouvement politique. Par quoi il a commencé pendant le Hirak? Il a commencé par emprisonner les têtes, les leaders politiques. Il a commencé par dissoudre les organisations politiques. C'est parce que avec l'organisation, seule l'organisation peut, pour le pouvoir, il faut qu'il soit la seule force organisée dans la... Non mais on est d'accord, mais de quoi on parle? On parle de l'organisation en Algérie, on parle de la diaspora. Moi je veux juste dire une chose. Je m'explique une chose. Ici en France, c'est-à-dire si on était organisé, on aurait... Il y a eu beaucoup de persécutions. Mais je sais, bien sûr. Les membres de la diaspora algérienne en France. Les mandats, quand tu arrives à Alger à l'aéroport et on t'embarque.
Il y a pas mal de prisonniers politiques qui viennent de la diaspora. Moi, je veux juste dire, en fait, moi, je veux juste Aujourd'hui, dire... si tu es organisé dans une organisation, aujourd'hui, il y a des organisations qui sont fichées au niveau du pouvoir algérien. Oui, je sais. C'est-à-dire que c'était organisé, donc ils sont tout infiltrés. Et quand tu organises une conférence, ils viennent prendre. Moi, je les ai vus de mes propres yeux. Non, mais ça, on est donc, en d'accord. fait, on te fiche, tu es dans une fiche. Et du coup, Il y a un flicage, du moment il y a un que t'es flicage organisé, des Algériens. est-ce que tu fais partie de cette organisation? Moi, je fais partie d'une organisation. Non, Elle mais a la fait répression l'objet du d'une régime. enquête. Non, mais Elle a d'accord, fait mais la l'objet d'une répression enquête. du régime, on est d'accord. Moi, j'ai pas de problème En avec fait, ça. Yanis, ce qu'il dit, c'est qu'elle n'est Par pas rapport à déterminante. L'impact de Par la. rapport aux Il n'est Français, pas déterminant. Je ne peux pas le dire parce qu'on ne l'a pas fait. Moi, je veux juste dire une Tu vois chose. ce que je veux dire? Non, mais Je ne d'accord. peux pas affirmer. Moi, je suis d'accord. finis juste Non, mais- là-dessus. Hein. ouais. Je ne peux pas affirmer parce qu'on ne l'a pas fait. Mais Bah, je quand sais. même. Parce que si Bah, on quand l'avait même. fait, Ouais, j'aurais pu ouais. le Tu dire. pars d'un postulat qu'on aurait pu faire mieux. Non, mais C'est- franchement, honnêtement, juste, moi, je veux bien. J'y étais. Moi, j'ai couvert le Hirak. Je suis allé le deuxième vendredi. Je suis allé en Algérie. Je sais très bien qu'il y a eu la répression à l'égard des possibles leaders politiques qu'on a enfermés en prison. Aujourd'hui, on compte près de 200 des prisonniers politiques, ouais. voilà, d'opinion, leaders d'opinion, etc. Là-dessus, j'ai aucun problème. Mais quand même, il faut aussi resituer le Hirak, c'est qu'à un moment, on a comptabilisé 10 millions de personnes dans la rue. Voilà, moi j'étais à Alger le deuxième vendredi. Alger, la capitale, était noire de monde, on ne pouvait plus circuler. Si 10 millions d'Algériens dans la rue ne mettent pas fin à ce pouvoir, vous voyez, ce pouvoir arrive à se maintenir alors qu'il y a toute une contestation populaire. Malgré ce qu'on peut dire sur l'organisation, il y a quand même le peuple qui est sorti d'une seule et même voix. Tu veux dire, Yanis, que le pouvoir est très fort. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y Alors, a une on doit capacité faire de ce De pouvoir résilience. On à fait se, comment à se maintenir. Je ne dis pas le quand même. contraire. Je dis pas le Qui contraire. est, Mais il y a une chose en contrepartie, c'est que c'est les maturités de nos Mais allez, politiques. ça, c'est un autre sujet. C'est un autre les- sujet. mais moi, j'en suis Pour revenir au persuadé. sujet d'Algérie et de la France, Ouais. hein, pour finir. Est-ce que l'affaire Boualem Sansal va aggraver cette affaire d'aggravant la crise? Non, moi, Comment vous voyez l'issue de la... Parce que là, quand même, le ministre des Affaires étrangères, il a parlé aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères. Déjà, est-ce C'est que le inacceptable. gouvernement C'est sera son encore vent- là d'ici quelques jours, le gouvernement français risque de changer. Voilà. Quelles sont tes prévisions, ton pronostic? Moi, je n'ai pas de pronostic, mais je pense que Boualem Sansal va être libéré, puis qu'il va rentrer en France, et que voilà, la discussion entre l'Algérie Ah et bon, la France va bon, reprendre. tu penses que le régime algérien va lâcher du lest? Tu penses je sais pas, je peux pas dire. Aujourd'hui, j'ai vu que aujourd'hui, donc, il a été inculpé, on verra ce que ça va donner, mais Boualem Sansal bénéficie quand même d'un tel soutien. C'est comme, à un moment, il y a eu la grosse mobilisation pour Khaled Drareni, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, de Reporters sans frontières. Bon, lui, ça a mis plus de temps, mais parce que c'était un journaliste. Là, Boualem Sansal, c'est un écrivain, c'est pas la même chose. Il est quand même... en France, il est reconnu. Alors, en Algérie, personne ne le connaît, mais en France, il est quand même assez reconnu comme... En Europe même, ça. Au Maroc, non, mais même... En Europe. En Europe, oui, en Europe, il y a eu des pétitions de grands écrivains à travers toute l'Europe qui appellent à sa libération. Donc maintenant, on va voir est-ce que l'Algérie va céder aux pressions. La question, c'est quel était leur intérêt de faire ça? Donc nous, ce qu'on me dit, c'est que l'Algérie veut faire passer un message à la France en disant on arrêtera même vos hommes chez nous, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, qu'ils veulent renouer le dialogue peut-être avec Emmanuel Macron parce que comme il y a eu cette rupture du dialogue vis-à-vis du Maroc. Mais Boualem Sansal, en tout cas, ce qui est sûr, c'est est-ce qu'il est vraiment inculpé pour ce qu'il a dit? Parce qu'avant, il vivait en Algérie. Ouais. Voilà, là, ce qui fait qu'il a été arrêté, est-ce que ce n'est pas parce qu'il vient d'avoir, il y a 1 an, il a eu la nationalité française? Donc est-ce que c'est pas parce que maintenant qu'il est devenu français, il est symbolique, il est important pour le régime algérien? Alors qu'au départ, alors qu'auparavant, il ne l'était pas. Avant, il ne l'était pas. Il avait fait des déclarations tout aussi désastreuses sur l'Algérie, des déclarations tout aussi à droite. Il est parti en 2014 en Israël. 2012. 2012, En Israël, voilà, oui. en Israël, où il a salué le régime israélien, où il a fait des déclarations en faveur d'Israël. C'est pas la première fois qu'il fait des déclarations favorables au Maroc, qu'il explique, voilà, donc il y a tout ça. C'est très bon exemple, très bon exemple. Alors finalement, quelle est ta prévision? Quelles sont tes prévisions? Est-ce que cette crise va aller vers le pire? Est-ce que le régime algérien va faire marche arrière? Est-ce qu'ils vont se parler enfin? Est-ce qu'il y aura un consensus plus tard? Certainement, il y aura un consensus, parce qu'ils ne sont pas bêtes des deux côtés. Ils ne sont pas bêtes. Et ce que disait Yanis, il a raison, c'est que moi, je suis persuadé qu'il sera libéré. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est intérêt contre intérêt. Certainement, le pouvoir algérien, ils n'ont pas de, si vous voulez, ils n'ont pas de levier, ils n'ont pas de, c'est-à-dire le rapport de force entre la France et l'Algérie est déséquilibré. Donc à un certain moment, si la France tient vraiment à le libérer, il sera libéré parce qu'ils ont tellement de dossiers, ils ont tellement de choses à faire valoir du côté français pour le faire libérer. Voilà. Là, maintenant, la question, de quelle manière? Certainement, maintenant, ils ne vont pas le libérer tout de suite parce que il faut les Algériens aussi, du côté algérien, ils ne vont pas le libérer tout de suite parce que sinon, ça va être aperçu comme une manière de céder, comme une manière de concession, une manière d'abdication. Bien sûr. Mais surtout, Boualem Sansal n'est pas dangereux.
En fait, c'est pas Alors, c'est pas un intellectuel dangereux pour le Absolument. régime Alors, algérien. ce qui a Il va pas, changé- Voilà, il va pas mobiliser des millions d'Algériens dans les rues. Ça quoi. va Il est jamais été le important cas. en France, ça n'a jamais été le cas. Donc en fait, il s'en Absolument. fout que c'est pas El Exactement Kadi ça. Hersen, c'est pas Absolument, des c'est figures, c'est pas une figure. Bien au contraire. Voilà. Parfois, et peut-être que tu as raison, c'est que parfois, il sert, sans le vouloir, bien sûr, il sert les intérêts du régime parce qu'il est anti-islamiste. C'est quelqu'un qui défend, c'est-à-dire, voilà, qui contre les islamistes. Parfois, voilà, peut-être involontairement, il sert les causes du régime, mais donc ce qui a changé depuis 2019, certes sous l'ère de Bouteflika, il a fait des choses qui sont bien, c'est-à-dire aux yeux de la loi algérienne, beaucoup plus, ça veut Grave, dire, ouais, bien sûr. réprimables en termes de loi qu'aujourd'hui, mais on a décidé aujourd'hui, parce que ce qui a changé depuis 2019, donc c'est ça, parce que le pouvoir algérien, tellement il était ébranlé dans ses fondations. Vous imaginez, on n'a plus combien de généraux qui sont en prison aujourd'hui 155. Hein, c'est combien 155. 155. Vous Voilà, entre imaginez- généraux et colonels et officiers supérieurs de l'armée. hein. vous imaginez un général-major tel que le général Toufer a été emprisonné. Donc ça vous dit ça vous De la donne une image- banalisation de l'emprisonnement en Algérie. l'image dans laquelle ce système est arrivé, c'est-à-dire que La logique carcérale, ouais. il est ébranlé donc aujourd'hui il doit vraiment se tenir, il doit chercher. Et ce qui est arrivé depuis 2019, et ce qui a échappé à Boualem Sansal d'ailleurs, parce que lui, il croyait qu'il n'allait pas être emprisonné parce qu'il le croyait comme un fou, le pouvoir le voyait comme un fou, voilà, donc il le laissait faire. Où il pensait que sa nationalité française allait le protéger. Allait le protéger, mais il ne croyait pas que le pouvoir, il croyait pas qu'il dérangeait assez le pouvoir pour l'emprisonner. Mais ce qui a changé depuis 2019, c'est que le pouvoir, comme il doit nourrir, c'est-à-dire cette haine anti-français, comme il doit nourrir, c'est-à-dire sa thèse, c'est-à-dire L'ennemi étranger palestinien, l'ennemi marocain. Donc ils ont trouvé en la personne de Boualem Sansal quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et donc Boualem Sansal, c'est du pain béni pour eux. Donc il est arrivé. Après, ils ont fait ça pour faire réagir la France également. Hein. Donc certainement, pour faire réagir la France, pour essayer de avoir un atout de négociation. C'est malencontreux, c'est malheureux. C'est-à-dire qu'un Algérien qui arrête un Algérien pour faire réagir un Français, mais c'est ça. Juste une dernière question, Yanis, parce que tu es peut-être le mieux informé, le plus légitime d'entre nous pour en parler. La presse française et l'Algérie. Elle en parle quand il y a des cas graves. Que quand il y a l'affaire Sansal. C'est tout. Pour la presse française, l'Algérie n'est pas un enjeu stratégique. Non, la presse française parle quasiment pas de l'Algérie. Non, on n'en parle jamais, aussi bien dans les relations bilatérales que dans ce qui peut se jouer, que dans les visites. Moi, par exemple, quand j'avais travaillé en 2022 sur la mosquée de Paris qui avait soutenu la candidature d'Emmanuel Macron, j'étais tout seul là-dessus, alors que c'était quand même quelque chose d'assez grave aux yeux de la France, aux yeux de la loi française, etc. C'est-à-dire qu'un mouvement religieux, un endroit religieux soutienne spécifiquement un président, etc. Et on en a absolument jamais parlé en France. Dans un pays laïque. C'est une atteinte à la laïcité. Voilà, atteinte à la laïcité. En plus, on sait que la mosquée de Paris, c'est l'ambassade d'Algérie en vrai. Donc c'est de l'ingérence étrangère aussi. Voilà, vous avez très peu de journalistes aujourd'hui qui couvrent réellement ce qui se passe. Et pourquoi ? Parce que ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est la question migratoire. C'est de dire que l'Algérie, on en parle juste pour dire qu'il y a trop d'immigrés algériens et puis c'est tout. Et peut-être, c'est une question aussi, c'est-à-dire que peut-être on n'a pas de poids. C'est-à-dire que je vois aujourd'hui, la presse française parle beaucoup plus des États-Unis, parle beaucoup de la Russie. Je pense que si. Oui, mais ils parlent des États-Unis et de la Russie parce que c'est leur tropisme. Ça les impacte. Ce qui est sûr, c'est que si je dis pas de bêtises, par exemple, quand Yann Arthus Bertrand avait fait l'Algérie vue du ciel, ça a été un carton à la télévision. En fait, à chaque fois qu'il y a des sujets. Parce qu'il y a une communauté algérienne. Ouais, parce que. J'irai dormir chez vous, ça a cartonné. Chez vous, ça a cartonné. Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui vivent en France. Voilà, mais donc la presse, si elle voulait faire des sujets qui cartonnent, elle sait qu'il suffit juste de parler d'Algérie, mais ils le font pas parce que ça ne les intéresse pas aussi. Et tu penses pas qu'il y a aussi du soft power marocain, par exemple, parce que je vois aujourd'hui, par exemple, l'extrême droite, qui est foncièrement anti-étranger. Il parle avec une certaine complaisance à l'égard du Maroc. Quand on voit Jordan Bardella, par exemple, quand il parle du Maroc d'une manière. C'est normal, parce que le Maroc va sur leur ligne. Et le Maroc est sur la ligne aujourd'hui, aussi bien de Macron que de l'extrême droite française. C'est-à-dire c'est une ligne qui reconnaît l'État israélien. Il ne faut pas sous-estimer la question israélienne. La question palestinienne, c'est extrêmement. Il y a aussi beaucoup plus de Français qui visitent le Maroc que l'Algérie. Il y a des rapports humains. Il y a peut-être des rapports humains avec le tourisme. Je pense que même si l'Algérie était beaucoup plus touristique, je pense pas que ça changerait grand-chose. Je pense que c'est vraiment une question de
l'extrême droite a très bien compris que le Maroc était aligné sur la même ligne politique que eux, c'est-à-dire avec Israël, avec les États-Unis, le Maroc est beaucoup plus tourné vers l'Occident. L'Algérie, c'est un pays. Certes, il y a un pays- L'Algérie aussi, c'est il y un a un pays conflit qui se idéologique, suffit, même s'il y a des gros problèmes économiques, ça reste Absolument. un pays qui se suffit à lui-même par le gaz et par le pétrole. Donc il n'a pas besoin de jouer le jeu, par exemple, que joue le Maroc. Absolument. Et donc forcément que tous les politiques français vont plus aller vers le Maroc, qui va plus se tourner facilement vers eux que l'Algérie qui, même si elle a besoin de la France, ça reste quand même un pays assez rotor, qui est difficile à faire plier. Et franchement, honnêtement... Mais quand même, Macron a essayé à un moment, parce que quand on Macron, voyait... la seule fois Donc où une fois qu'il a vu que ça marchait plus avec l'Algérie, c'est une peine perdue. Franchement, donc il s'est Macron, retourné. il s'est vers tourné le vers Maroc. le Macron Maroc. a été le président français le plus favorable à l'Algérie Voilà. ces il est 20 quand même allé en dernières années, Algérie je en crois. 2017, Parce qu'il a vu il a parlé de crimes contre l'humanité. Voilà. Ensuite, Elle a fait des concessions vraiment comme Inédite, c'était inédite. remarquable. Je pense pas qu'on aura un autre président français qui fera autant de concessions. voilà, il a fait énormément de concessions auprès du régime algérien. Puis Mais surtout, qu'est-ce qu'il a laissé la seule fois où il a osé, si vous voulez, aller un peu contre le régime algérien l'a averti. Ils ont suspendu les vols, puis ils ont dit qu'il fallait qu'il fasse attention. Un mois plus tard, il Ouais. s'excuse. C'était en octobre Voilà. 2021 avec les propos sur la nature du régime Voilà, algérien. là, je pense que la France, comme tout autre pays, est pragmatique, a vu qu'il y avait quelque chose à jouer davantage avec le Le Maroc. et avec les soutiens occidentaux qu'elle avait, plutôt qu'avec l'Algérie qui est isolée. Et Macron, en plus, il est en position d'extrême faiblesse aujourd'hui en France. Donc, pour lui, un soutien Il doit marocain, satisfaire un soutien peu des pays- l'extrême droite. C'est-à-dire Il que- doit parce qu'il y a- satisfaire l'extrême droite. Ouais, parce qu'il y a une certaine En droitisation. tout cas, de la mes chers France. amis, je vous remercie énormément. Je sais que le débat ne devrait pas se terminer, mais on est obligé de dire merci, de faire une conclusion, parce que c'est très compliqué. Je sais qu'il y a des questions qui mériteraient plusieurs émissions. Mais notre boulot à nous, c'est juste d'essayer de déminer un terrain extrêmement miné. Je vous remercie énormément pour votre participation. Comme ça, les relations algéro-françaises vont nourrir, alimenter plusieurs de nos émissions, de nos débats. D'ici là, restez connectés sur Algérie Part. Et vive le partage et l'amour et l'amitié malgré tout.